Ma mère m'a regardé dans les yeux, le ton calme, presque agacé. Accepte que ta sœur couche avec ton mari. Ma sœur m'a souri. Mon mari m'a évité du regard. Mais quand mon avocate s'est levée sans un mot et a sorti un document épais de son sac, leur monde a commencé à trembler. Je m'appelle Émilie. J'ai 34 ans et toute ma famille s'est assise autour de moi lors de mon dîner d'anniversaire pour me dire d'accepter que ma sœur dormait avec mon mari. Avant de vous raconter comment leurs sourires suffocants ont disparu lorsque mon avocat s'est levé et que le monde qu'ils avaient bâti sur des mensonges s'est effondré. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Tout a commencé par une odeur de noix de coco artificielle d'une douceur écœurante. Le genre que l'on trouve dans un spray corporel bon marché, rayon droguerie. C'était un fantôme sur le col de la chemise blanche immaculée de mon mari Marc. Lorsqu'il est rentré chez lui après une prétendue conférence d'affaires à Chicago. C'était l'odeur exacte et indubitable de la lotion pour le corps que ma jeune sœur Olivia s'étalait sur elle chaque jour de sa vie. C'était sa signature. Je triais le linge dans la buanderie. Blanc et couleur séparées, lorsque je l'ai capté pour la première fois. J'ai soulevé la chemise vers mon nez, en inspirant profondément. Ce n'était pas subtil. C'était une annonce. Mon cœur a donné une violente secousse contre mes côtes. C'était une petite chose, un détail infime dans le tissu de nos vies, mais j'avais l'impression d'un fil effiloché qui, s'y tirait, pouvait tout défaire. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur le canapé à regarder une émission de télévision sans intérêt, j'ai essayé de donner un ton décontracté à ma voix. Ta chemise sentait un peu la lotion d'Olivia aujourd'hui, ai-je dit, mes yeux fixés sur l'écran. Vous vous êtes vu pour prendre un verre ou quelque chose comme ça? Marc n'a pas sourcillé. Il a ri, un petit rire dédaigneux qui visait à me rassurer, mais qui n'a fait qu'augmenter mon anxiété. Chérie, toutes les savons d'hôtel sentent la même chose de nos jours. Tout ce coco et vanille. Il a passé son bras autour de moi, me rapprochant. Sa caresse, qui d'habitude me semblait familière, me donnait soudain l'impression d'être en cage. Tu travailles beaucoup trop. Tu deviens un peu paranoïaque, tu ne crois pas? Il a incliné mon menton vers le haut, me forçant à le regarder. Son sourire était large, mais ce n'était qu'un mouvement de ses lèvres. Ses yeux étaient froids, observateurs. Il mentait. Je le savais aussi sûrement que je connaissais mon propre nom. Ce sentiment de paranoïa, comme il l'appelait, est devenu mon compagnon indésirable. Il me suivait à l'épicerie, s'asseyait à côté de moi à mon bureau au travail, et me couchait le soir. Une semaine plus tard, ma paranoïa trouvait sa validation. Marc était parti pour un autre voyage. Cette fois, une retraite solo à la plage. J'ai juste besoin de me changer les idées, avait-il dit, m'embrassant au revoir avec la même affection creuse. Il avait posté une photo sur son compte de réseau social. C'était un cliché parfait pour un homme cherchant à projeter une image d'indépendance insouciante. Il rayonnait. Ses lunettes de soleil coûteuses perchées sur son nez, l'océan d'un bleu éclatant derrière lui. La légende disait, juste ce qu'il me fallait. J'ai aimé cette photo pendant environ 10 secondes. Mes amis l'aimaient, commentaient, ça a l'air incroyable, et, tellement jaloux. Mais quelque chose a attiré mon regard, un instinct que je ne pouvais ignorer. Mon doigt a glissé sur l'écran. Zoomant sur les lentilles sombres de ses lunettes de soleil. L'image était minuscule, déformée par la courbe du verre, mais elle était là, un reflet, une silhouette. C'était une femme. La tête jetée en arrière dans un rire, ses cheveux blonds capturant le soleil. Elle portait un bikini jaune vif. Le bikini jaune préféré d'Olivia. Le monde n'a pas juste basculé sur son axe. Il s'est complètement effondré, me laissant dans un vide silencieux et sans air. Mon sang s'est glacé. C'était une sensation physique. Une vague de glace qui a commencé dans ma poitrine et s'est étendue à mes doigts. C'était comme un coup de poing dans l'estomac, un coup brutal et inattendu qui m'a coupé le souffle. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le tapis comme s'il m'avait brûlé. Je me suis contenté de fixer les photos encadrées de notre mariage, de nos vacances en famille. D'une vie que je réalisais maintenant être une fraude totale et complète. Le téléphone posé face contre terre sur le sol semblait peser 25 kilos. Il contenait une vérité tellement laide que je ne savais pas comment je pourrais vivre avec. Pendant 2 jours, j'ai existé dans un brouillard. Je suis allé travailler. J'ai souri à mes collègues. J'ai répondu à des emails. Mais à l'intérieur, je hurlais.
J'ai pensé à le confronter, à hurler et à tout jeter, mais qu'est-ce que cela aurait accompli? Il aurait juste menti à nouveau. Il aurait retourné la situation, me l'aurait renvoyé, m'aurait traité de folle. Non, j'avais besoin de plus qu'une intuition et d'un reflet flou. J'avais besoin de ma famille. J'avais besoin du réconfort de ma mère, de la sagesse de mon père, du soutien de mon frère. J'étais une idiote. J'étais tellement naïve. Je les ai rassemblés ce week-end-là dans le salon de mes parents, la même pièce où nous avions ouvert nos cadeaux de Noël, où j'avais annoncé mes fiançailles avec Marc. Où Olivia avait annoncé qu'elle abandonnait ses études pour se retrouver. C'était une pièce saturée de notre histoire. Je pensais que cette histoire me protégerait. J'ai tenu mon téléphone. Ma main tremblait si violemment que l'écran devenait flou. Ma voix tremblait alors que j'expliquais. C'est Olivia. Dans le reflet, je sais que c'est elle. Et sa chemise, elle sentait son parfum. Ma mère, Eleanor, fut la première à parler. Elle n'a même pas regardé le téléphone. Elle a simplement soupiré. Un son long et résigné qu'elle avait perfectionné au fil des ans suite à mes échecs perçus et au succès célébré d'Olivia. Oh, Émilie, honnêtement, toi et tes problèmes d'abandon. Depuis que tu es toute petite, tu as besoin de créer du drame pour être le centre de l'attention. Marc est un mari merveilleux. Olivia t'adore. Tu dois arrêter ça. Mon père, Richard, se cachait derrière le journal du week-end. Il l'a abaissé juste assez pour me regarder par-dessus, ses yeux remplis de cette familière déception lasse. Tu travailles trop, ma petite, a-t-il dit. En pliant déjà le journal, me congédiant. Tu vois des choses qui n'existent pas. Le stress peut jouer des tours à ton esprit. Mon frère Ethan, qui faisait défiler son propre téléphone, a juste ricané. Parano? Sérieux, c'est un reflet flou. Ça pourrait être n'importe qui. Tu as l'air dingue. Et Olivia, elle s'est effondrée comme une actrice professionnelle atteignant sa marque. Elle a éclaté en sanglots, de gros sanglots théâtraux et haletants qui ont fait que tout le monde dans la pièce s'est précipité à ses côtés. Ma mère l'a entourée de son bras. Mon père lui a tapoté l'épaule. Comment as-tu pu penser ça de moi, a-t-elle hurlé, le visage enfoui dans l'épaule de sa mère. De Marc. On t'aime. Tu es ma sœur. Pourquoi essaies-tu de détruire ma vie? Je suis resté là, au milieu de la pièce, complètement et totalement seul. J'étais entouré des 4 personnes qui étaient censées être mon sanctuaire. Et elles me regardaient, non pas avec préoccupation, mais avec une annoyance froide et dure. Je n'étais pas leur fille ni leur sœur en souffrance. J'étais un problème. Un problème désordonné et gênant à gérer et à faire taire. Ils avaient formé un mur de déni, et j'étais dehors. À ce moment-là, en regardant ma mère réconforter la femme qui dormait avec mon mari. J'ai compris. Ils avaient déjà choisi un camp, et ce n'était pas le mien. Cette nuit-là, quelque chose en moi a changé. Le chagrin brûlant et désordonné n'a pas disparu. Mais il a commencé à refroidir et à cristalliser. Il s'est transformé d'une blessure douloureuse et lancinante en quelque chose de froid, de dur et de tranchant. La tristesse était toujours là. Un léger bourdonnement sous la surface, mais un nouveau sentiment prenait le dessus. La fureur. Une fureur profonde, tranquille, méthodique a commencé à brûler là où mon cœur avait été. Il pensait que j'étais paranoïaque. Il pensait que j'étais folle. Très bien. Je vais leur montrer ce que peuvent vraiment faire une paranoïa concentrée et un peu de folie. Mon bureau à domicile. Une pièce que j'avais toujours associée au paiement des factures et à l'organisation des reçus fiscaux, est devenue ma salle de guerre. Marc s'était toujours occupé des finances. Insistant sur le fait que cela me stressait. Je m'en occupe, chérie, disait-il toujours. Je voyais maintenant que c'était une tactique de contrôle. J'ai passé des heures et des heures à ce bureau. Alimenté par le café noir et la colère légitime, imprimant des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit et des documents de prêt sur des années. Mes doigts volaient sur le clavier. Mes yeux balayant des colonnes de chiffres. Et puis je l'ai trouvé. Il était 3 heures du matin un mardi, la maison était silencieuse autour de moi. Une seule transaction datant de 6 mois auparavant. Nous avions tous deux prêté serment de ne jamais y toucher, sauf en cas de vie ou de mort. J'ai ressenti une montée d'adrénaline. C'était ça. C'était réel.
J'ai commencé à retracer l'argent. Ce n'était pas difficile si l'on savait où chercher. Les fonds avaient été virés de notre compte joint à un compte d'entreprise nouvellement ouvert. J'ai retenu mon souffle alors que je cherchais le nom de la SARL sur le registre public des entreprises de l'État. Le nom sur le compte. Livies Boutique LLC, agent enregistré Olivia Davenport. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, l'imprimé tremblant dans ma main. Il avait volé notre maison, l'avenir de notre famille, pour financer son aventure et le projet de vanité de ma sœur. La découverte suivante fut celle qui brisa véritablement les derniers vestiges de mon innocence. Je m'étais toujours interrogé sur mon héritage de ma grand-mère. Elle m'adorait et avait mis en place une dotation considérable pour s'assurer que j'aurais toujours un filet de sécurité. Mais y accéder avait toujours été un cauchemar. Chaque fois que je m'en renseignais, ma mère balayait cela avec des excuses vagues. Il y a des complications juridiques, ma chérie. Le marché est en baisse. Ce n'est pas le bon moment. A accepté de m'envoyer le dossier complet de la dotation. Vous avez le droit de le voir, Madame Porter, avait-elle dit. Et j'ai failli pleurer de gratitude. Lorsque la grosse enveloppe en manille est arrivée par coursier, elle semblait aussi lourde qu'une pierre tombale. Je me suis assise à ma table de cuisine et je l'ai ouverte les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une pile de documents juridiques épaisse de plusieurs centimètres. Et en haut, méticuleusement organisée par date, se trouvait une série de requêtes déposées auprès du tribunal de la famille au cours des 5 dernières années. Tout avait été déposé par ma mère, Eleanor. Je les ai lues une par une. Ma vision embuée par les larmes de rage. Elle avait à plusieurs reprises demandé au tribunal de garder la dotation sous son seul contrôle, arguant que moi, sa fille. J'étais mentalement et émotionnellement instable, une dépensière avérée et incapable de gérer mes propres affaires. Elle avait utilisé mes propres luttes contre l'anxiété. Une anxiété souvent causée par son traitement et celui de sa famille envers moi, comme une arme. Elle avait dépeint à un juge une enfant fragile et hystérique. Tout cela pour garder la main sur mon argent. Le don de ma grand-mère, mon filet de sécurité, était utilisé comme une laisse. Elle finançait littéralement le style de vie de sa fille dorée en retenant illégalement des fonds qui m'appartenaient de droit. Ce fut le moment où j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une liaison. Ce n'était pas juste un vol. C'était une conspiration. Une campagne coordonnée de longue date de toute ma famille pour me marginaliser, me contrôler, me maintenir en bas. Le coup de grâce. L'action qui m'a fait passer de femme en quête de vérité à femme planifiant une guerre, fut l'intervention. C'était un mardi soir. Je suis rentré chez moi après une longue journée de travail. L'esprit plein d'avocats et de requêtes juridiques, pour les trouver tous là. Ils étaient assis dans mon salon, disposés comme un tribunal. Et avec eux se trouvait un homme en costume coûteux que je ne reconnaissais pas. Il avait les cheveux argentés, un sourire gentil et professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. Nous ne savions plus quoi faire. Voici le docteur Alistair Finch. C'est un psychiatre, et il est là pour vous aider. Ils ont parlé à tour de rôle. C'était une performance bien répétée. Ils ont parlé de mon comportement erratique, de mes délires à propos d'Olivia et de Mark, de mon obsession malsaine pour les finances familiales. Ils ont utilisé les preuves même de leur crime comme preuve de mon instabilité. Les relevés bancaires n'étaient pas la preuve du vol. C'était la preuve de ma fixation financière. La photo n'était pas la preuve d'une liaison. C'était la preuve de mon complexe de persécution. Le docteur Finch a tout écouté, hochant la tête patiemment. La résignation lasse de mon père, déjà convaincu de ma culpabilité. L'indifférence suffisante de mon frère qui scrollait à nouveau sur son téléphone. Et Mark et Olivia assis côte à côte sur mon canapé, se tenant même la main devant moi maintenant, me regardant avec un mélange de pitié et d'autosatisfaction. Dans ce moment d'horreur unique, un interrupteur s'est déclenché au plus profond de mon cerveau. La peur, la douleur, la confusion, tout a disparu. Elle a été remplacée par un calme glacial, une clarté glaçante. J'en avais fini d'être la victime. J'en avais fini de pleurer. J'en avais fini d'être leur punching ball. J'ai baissé la tête, laissant mes cheveux tomber sur mon visage pour cacher le feu froid soudain dans mes yeux. J'ai pris une respiration tremblante et délibérée. Une performance parfaite pour mon public captif. D'accord, ai-je murmuré, ma voix se cassant juste comme il faut. Peut-être que vous avez raison.
Je suis tellement fatigué de me battre. Je vais y penser. J'ai vu le regard de soulagement triomphant qu'ils ont échangé au-dessus de ma tête baissée. Ils pensaient avoir enfin gagné. Ils pensaient m'avoir enfin brisé. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de m'armer. En montant lentement les escaliers vers ma chambre, une pensée résonnait dans mon esprit, une promesse silencieuse et vicieuse. Mon 34e anniversaire était dans 2 semaines, et j'allais me donner une fête qu'ils n'oublieraient jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillé une femme différente. La victime que j'avais été avait disparu, et à sa place se trouvait une cliente. Une cliente avec un unique but brûlant. Avant même que le soleil ne soit complètement levé. J'étais en ligne pour transférer une partie importante de mon compte d'épargne privée. J'ai posé chaque élément de preuve sur son bureau en verre, les relevés bancaires, la photo, la pile de requêtes frauduleuses concernant mon héritage. Elle a écouté sans une seule interruption. L'aventure n'est que le moindre de leurs problèmes. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux tout réduire en cendres, ai-je dit. Les mots goûtant comme de la cendre et de la liberté. Un lent sourire de loup s'est étalé sur le visage de Sarah. Je peux faire ça. Mais d'abord, nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de preuves irréfutables. Nous avons besoin de choses dont ils ne pourront pas se sortir en parlant. Elle a décroché son téléphone. Je vous engage un détective privé. Il s'appelle Enzo Moretti. Il est terriblement cher, mais c'est un fantôme. Il obtient des choses que personne d'autre ne peut obtenir. Enzo était à l'opposé de ce à quoi je m'attendais. Y compris des frais de service en chambre pour du champagne et des fraises. Il avait des photos haute résolution horodatées d'eux s'embrassant devant un restaurant romantique à 2 villes de là. Il avait même des enregistrements audio obtenus légalement dans notre état de consentement à une partie, de ma mère au téléphone avec ma tante. Riant de la façon dont elle gérait mon héritage et me maintenait sous contrôle et à l'écart. Chaque fichier, chaque élément de preuve était un autre clou dans leur cercueil collectif. Nous avons compilé le tout dans ce que Sarah a appelé de manière glaçante le « dossier de la vérité ». 5 livrets reliés en spirale identique. Imprimés professionnellement et organisés avec des onglets, un pour chacun d'eux. Mais alors que nous finalisions le plan pour le dîner d'anniversaire, cette pensée lancinante. Cette graine de doute plantée lors de l'intervention, s'est transformée en obsession. J'ai repensé à toute ma vie, la revivant dans mon esprit. Olivia a toujours été l'enfant doré. Elle a eu la toute nouvelle décapotable pour son 16e anniversaire. J'ai eu sa berline de 10 ans. Elle a eu ses frais de scolarité payés pour une coûteuse université d'art privé. Qu'elle a abandonné. J'ai été orienté vers l'université d'État et on m'a dit de demander des bourses. C'était plus qu'un simple favoritisme typique entre frères et sœurs. C'était un schéma systémique et perpétuel d'être traité comme secondaire, comme essentiel. Lors d'un appel stratégique tard dans la nuit avec Sarah, j'ai exprimé la pensée qui me hantait. C'est comme si je n'étais même pas leur enfant, ai-je dit, les mots sortant dans un flot de frustration épuisée. Il y a eu une longue pause à l'autre bout de la ligne. Émilie, a dit Sarah. Sa voix soudainement très prudente. Nous avons Enzo en mandat pour un jour encore. C'est un long coup, mais voulez-vous que nous nous en occupions? Une idée folle, terrifiante et exaltante s'est emparée de moi. C'était le genre de chose des feuilletons télévisés. C'était de la folie. Mais ma vie était déjà un mélodrame. Alors? Quel était le mal d'une autre tournure d'intrigue? Oui, ai-je dit, ma voix à peine un murmure, mais ma conviction était absolue. Je dois savoir. Enzo était un maître en son art. Une tasse à café que Richard avait utilisée et laissée lors d'une brève et maladroite visite chez moi quelques jours plus tôt était tout ce dont il avait besoin. Il l'a expédiée par courrier express dans un laboratoire privé. Les résultats seraient livrés électroniquement l'après-midi de mon anniversaire. Le jour de la fête, le jour du règlement de compte. La nuit de mon dîner d'anniversaire semblait surréaliste, comme une scène de film que je regardais de loin. Nous étions dans le salon privé luxueux et insonorisé de Love LV. Un restaurant français absurdement cher que ma mère adorait. C'était la scène parfaite pour la performance à venir. L'air était chargé du parfum de parfums coûteux et d'hypocrisie. Ils étaient tous là. Vêtus de leurs plus beaux atours, leurs visages arrangés en masques de célébration affectueuse. Ils pensaient vraiment que ce dîner était leur victoire? Une célébration de ma reddition pathétique et finale à leur récit. Mon père, Richard,
s'est levé pour porter le premier toast. Il a levé son verre de cabernet. À Émilie, a-t-il dit, sa voix résonnant d'une fausse sincérité. Nous sommes tellement heureux que tu aies décidé de laisser tomber toute cette colère et d'embrasser l'esprit du pardon. Au final, la famille est tout ce qui compte. Ma mère a suivi, s'essuyant une larme de crocodile du coin de l'œil. À aller de l'avant, a-t-elle lancé, ses yeux brillants de triomphe. Et à obtenir l'aide et le soutien dont tu as vraiment besoin. Nous serons toujours là pour toi, ma chérie. Marc et Olivia étaient assis l'un à côté de l'autre. Leurs chaises un peu trop rapprochées, leurs mains se frôlant sous la table. Ils me regardaient avec ce mélange écœurant et possessif de pitié et d'autosatisfaction. Ils avaient gagné. J'ai laissé leur finir leur mascarade. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon eau, mon cœur un battement de tambour régulier contre mes côtes. Je n'étais plus nerveuse. J'étais un instrument du destin. De l'autre côté de la pièce, j'ai croisé le regard de Sarah. Elle était assise à une petite table pour deux près de la porte, chic et prédatrice. Elle était l'élégance et le danger enveloppés dans un chemisier de soie noire. Elle s'est approchée de notre table avec la grâce posée d'une panthère. « Bonsoir », a-t-elle dit. Sa voix fraîche et claire, tranchant l'atmosphère confortable comme un éclat de verre. « Je m'appelle Sarah Chen. Je suis l'avocate d'Émilie. » Les sourires se sont figés sur leurs visages. Une confusion totale a traversé leurs yeux, suivie d'un sentiment d'alarme naissant. Émilie était tellement touchée par votre sollicitude pour son bien-être qu'elle a voulu partager quelques cadeaux de fête avec vous tous, a poursuivi Sarah, sa voix dénuée de toute émotion. Son jeune assistant au visage sombre, qui attendait près de la porte, s'est avancé. Dans ses mains, il tenait une pile de 5 dossiers épais reliés en spirale. Il a fait le tour de la table, en plaçant un devant chacun d'eux. Un pour Marc, un pour Olivia, un pour Eleanor, un pour Richard, et un pour Ethan. Silence. Personne n'a bougé. Ils ont regardé les livrets comme s'ils étaient des serpents venimeux. Allez-y, ai-je dit doucement, ma voix à peine audible, mais elle portait le poids d'un ordre. Ouvrez vos cadeaux. Mon père Richard fut le premier à obéir, son mouvement raide. Il a ouvert la couverture. Son visage s'est décomposé, toute la couleur s'en est échappée. La première page était une photographie glacée haute résolution de 20x25 cm de Marc et Olivia en plein baiser passionné, bouche ouverte, sur un balcon d'hôtel. Les lumières de la ville de Chicago scintillant derrière eux comme des étoiles moqueuses. Olivia a halté, attrapant son propre dossier. Elle a feuilleté les pages frénétiquement. Chaque page une nouvelle horreur documentée, des reçus d'hôtel détaillés portant leurs deux noms, des transcriptions de leurs messages textes remplis de blagues cruelles à mon sujet, d'insinuations sexuelles, et de plans détaillés pour leur boutique. Une fois que M sera installé dans la structure de repos, nous aurons tout le temps du monde, disait l'un des messages de Marc. Marc a simplement regardé sa copie, la bouche légèrement ouverte, son visage devenant d'une pâleur maladive. Il a vu la section suivante avec les onglets financiers. Les relevés bancaires montrant le transfert de 62 000 $ mis en évidence en jaune fluorescent. Les statuts de l'IVS Boutique LLC. Sa signature était sur chaque page. Mon frère Ethan, pour une fois, était sans voix. Il a vu les fils de discussion auxquels il participait, où il me traitait dérangé, et disait à Olivia de simplement l'ignorer. Elle s'en remettra. Ma mère, Eleanor, était faite d'un matériau plus solide, plus froid. Elle m'a regardé, les yeux remplis d'une haine pure et non dissimulée. Mais ensuite, elle est arrivée à sa propre section avec onglet. Sa composure soigneusement construite s'est effondrée. Son visage s'est déformé en lisant les transcriptions de ses propres mots, ses appels téléphoniques enregistrés avec ma tante, détaillant exactement comment elle avait déposé des requêtes frauduleuses pour bloquer mon héritage, me qualifiant d'instable. Elle s'était même vantée de la façon dont cela lui assurerait un salaire plus élevé à son travail puisqu'elle n'aurait pas à se soucier de me soutenir. La dernière page de sa section était un avis formel du bureau de Sarah d'une action en justice imminente pour fraude, détournement de fonds et inconduite financière. Mais le spectacle n'était pas terminé. Sarah a laissé le silence horrifié et suffocant planer un moment de plus. Puis elle a fouillé dans son sac et en a sorti un dernier document. Elle l'a posé avec un doux bruit au centre de la table. Il y a une dernière information, a annoncé Sarah à la pièce stupéfaite. Une question de paternité qui clarifie beaucoup de choses.
Elle a fait glisser la seule feuille de papier vers mon père. C'était un rapport de laboratoire certifié. Une analyse ADN. Ce rapport confirme avec 99,999% de certitude, a dit Sarah. Sa voix résonnant de la finalité claire et froide d'un coup de marteau de juge, que vous, Richard, ne partagez aucun marqueur génétique avec Émilie. Vous n'êtes pas son père biologique. Un soupir collectif et étranglé a parcouru la pièce. Richard a regardé du papier accablant à ma mère, son visage un masque de trahison totale et profonde. Les fondements de leur mariage de 35 ans. De toute sa vie, venaient d'être anéantis sur la table d'un restaurant français. Cependant, a ajouté Sarah, enfonçant le couteau avec une précision chirurgicale. Nous avons des raisons de croire que nous savons qui c'est. Elle m'a regardé directement, une lueur de sympathie dans son regard autrement professionnel. Son parrain. Un homme qui l'a toujours traité avec gentillesse. Judge Harmon. C'était un échec et mat. La pièce était un tableau de ruine absolue. Eleanor s'était effondrée en sanglots gutturaux et laids. Non pas de remords, mais de pure exposition égoïste. Richard fixait le vide, son monde bouleversé. Olivia et Mark se regardaient en panique brute. Son espoir de promotion était terminé. Mon frère Ethan s'est senti mal à l'estomac, réalisant enfin qu'il avait soutenu le mauvais camp dans une guerre qu'il ne comprenait même pas. Dans les suites immédiates de l'explosion, il n'y eut qu'un silence assourdissant et résonnant. Les tintements de verre et la musique douce du restaurant principal à l'extérieur de notre salon privé semblaient à un univers de distance. Ma famille. Chacun piégé dans son propre enfer personnel d'exposition. Je me suis levé. Mes jambes, qui avaient semblé en gelée pendant des mois, étaient maintenant des piliers de pierre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré. Le temps pour ça était loin derrière. J'ai regardé chacun d'eux, mon regard parcourant lentement la table, s'attardant un instant sur chaque visage en ruine. J'ai regardé Mark, mon mari, un homme que je voyais maintenant non pas comme un briseur de cœur, mais comme un voleur faible et pathétique, un homme creux soutenu par des mensonges. J'ai regardé Olivia, ma sœur, son éclat d'enfant doré finalement éteint, ne laissant qu'une femme avide, paniquée et étonnamment ordinaire à sa place. J'ai regardé Richard. L'homme qui m'avait élevé avec une désapprobation silencieuse et constante que je comprenais maintenant avec une clarté déchirante. Puis mon regard s'est posé sur ma mère, Eleanor. C'était le regard d'un animal acculé. Et à ce moment-là, en regardant la femme qui m'avait mis au monde, je n'ai rien ressenti. Ni amour, ni colère, ni même pitié, juste un vide. Un espace vide où une vie de sentiments avait été. Vous m'avez pris des années de vie, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle portait dans tous les coins de la pièce avec la force d'un bélier. J'ai ramassé ma serviette en lin immaculé et l'ai posée proprement sur la table à côté de mon assiette de nourriture intacte. C'est le dernier repas que nous partagerons jamais, ai-je déclaré. Et elle gérera la récupération des fonds volés sur vous deux. J'ai regardé Mark et Olivia. Vivez les vies que vous méritez amplement. Sur ce, Sarah et moi nous sommes retournés et avons quitté la pièce. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de le faire. Je pouvais sentir le poids de leur monde s'effondrer derrière moi. Les ondes de choc de leur implosion. Et pour la première fois de toute ma vie, je n'étais pas enseveli sous lui. Je marchais loin des décombres, dans l'air frais et pur de la nuit. Enfin, béni. C'est la même maison tentaculaire au bardeau de cèdre que ma famille a dû vendre à la hâte pour couvrir leurs frais juridiques catastrophiques et leurs dettes croissantes. Après la finalisation de mon divorce avec Mark et que mon procès a réussi à récupérer jusqu'au dernier sou de mon héritage, plus des dommages punitifs. Je l'ai acheté par le biais d'une société écran soigneusement construite. Ils n'ont jamais su que c'était moi. Le plaisir tranquille de cette ironie quotidienne est plus doux que toute vengeance. L'air ici sent le pain et la terre humide, et la pluie qui arrive, pas la tromperie et la lotion à la noix de coco bon marché. Ma vie est calme maintenant. Et j'ai appris que ce calme est le bien le plus précieux sur terre. La boutique de Mark et Olivia n'a jamais ouvert. Leur liaison, rendue publique de la manière la plus spectaculaire et détaillée, a incendié leur vie professionnelle et sociale. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'ils vivaient dans un appartement exigu de 2 chambres à 2 états de là. Celui qui a véritablement guéri les parties les plus profondes de moi, fut la connexion avec mon vrai père, Judge Harmon, un homme qui avait été une figure gentille, douce et périphérique toute ma vie,
mon parrain. Lorsque j'ai enfin trouvé le courage de l'appeler et de tout lui raconter, il a conduit 4 heures pour venir me voir le jour même. Il a pleuré sur ce trait Porsche. Il a dit qu'il avait aimé ma mère autrefois, il y a une éternité, mais qu'elle avait choisi Richard et une vie de plus grande stabilité financière. Elle ne lui a jamais dit qu'elle était enceinte. Maintenant, nous rattrapons le temps perdu. Il est retraité maintenant. Il visite la maison du lac souvent. Nous pêchons sur le quai. Nous travaillons dans le jardin. Nous parlons pendant des heures. Nous construisons quelque chose de nouveau, de réel et d'honnête sur les cendres de tous ces vieux mensonges. J'ai utilisé une partie de mon héritage récupéré, l'argent que ma grand-mère avait toujours voulu que je démarre une petite fondation. Elle s'appelle le Lighthouse Fund. Elle offre des consultations juridiques pro bono initiales et un soutien psychologique aux personnes qui tentent de s'extraire de situations familiales toxiques et abusives. C'est ma façon de transformer la chose la plus laide qui me soit jamais arrivée en un phare pour quelqu'un d'autre perdu dans une tempête. Mes nouveaux amis. Les quelques vrais amis qui m'ont soutenu quand je n'avais rien d'autre qu'une histoire folle, m'aident à la gérer. J'avais l'habitude de penser que la famille était une obligation. C'est la paix. Une paix profonde et inébranlable dans votre propre âme. Et j'ai enfin, après une vie de recherche, trouvé ça. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté. Ce n'était pas facile à partager, mais je sentais que je devais le faire. Pour tous ceux qui se sentent piégés, ma question pour vous tous est, quelle est la qualité la plus importante qui, selon vous, fait une vraie famille? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.